Bonsoir Héloïse. Bonsoir JF. Vraiment content de t'avoir avec nous sur le plateau de Théovox Actualité ce soir. Réciproque. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Bien, merci de l'invitation. Héloïse, depuis des décennies, on n'est plus là pour parler de l'arnaque climatique, comme je le disais précédemment, mais depuis des décennies, l'urgence climatique est présentée comme une vérité absolue. Absolument. Le CO2, gaz carbonique, est désigné comme l'ennemi public numéro un, puis chaque citoyen est sommé de transformer radicalement son mode de vie. Ce discours alimenté par la peur s'est imposé dans les écoles, dans les médias, dans les politiques publiques, puis dans les institutions financières. Derrière cette façade idéologique se cache un puissant outil de contrôle idéologique et économique qu'on appelle aujourd'hui, toi et moi, l'arnaque climatique. Tu y as cru, toi, à cette arnaque climatique? Et que j'y ai cru à fond, là, vraiment. Puis, tu sais, c'est pour ça que je parle d'une posture peut-être différente de quelqu'un qui n'a jamais embarqué là-dedans, parce que je me suis déprogrammée en m'éduquant, en fait, puis en me permettant de faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent quand on est de gauche. Puis je veux pas, j'aime pas trop les étiquettes gauche-droite, mais on a tendance à être certain qu'on est dans le bon et le vrai. Et donc, ça ne sert à rien d'écouter les gens qui ne pensent pas. Tu sais, comme, il y a un consensus scientifique qui dit qu'il y a une catastrophe climatique. Je vois pas pourquoi j'écouterais les 3-4 experts qui disent que c'est pas vrai. Tu comprends? C'est ça? Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, on finit par comme... En tout cas, je me suis éduquée sur la question, puis j'ai réalisé que le consensus scientifique n'était pas si consensuel que ça. Non, c'est ça. Puis je me suis mis à me nuancer beaucoup dans ma position. À quoi ta vie ressemblait quand tu étais à pieds joints dans cette idéologie-là? Bien, en fait, moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'automobile. J'étais spécialiste des produits pour Ford. Pendant 5 ans, je faisais tous les salons de l'auto en Amérique du Nord. Wow. Communément appelée une pitoune de char, là, mais j'aime pas trop l'expression. Mais j'étais vraiment... j'avais donc décidé de me spécialiser dans les autos électriques. Puis j'étais à fond, là. J'étais tellement contente de parler avec d'autres gens qui... Parce que quand tu fais les salons de l'auto, tu fais du service à la clientèle. Puis j'aimais bien mieux être avec des gens qui tripaient sur l'environnement qu'avec des tripeux de pick-up puis de F-150. Maintenant, tu vois, j'ai complètement changé. Tu as un F-150 toi-même? Oui, genre, mon chum vient de s'acheter un Explorer, fait qu'on n'est pas super loin. Ça brûle du gaz. Mais c'est ça, j'étais vraiment... consciente qu'il y avait un drame climatique. Puis je mettais tous les œufs dans le même panier. J'étais vraiment confuse par rapport à la question climatique. Les premières fois que j'ai eu des discussions là-dessus, c'était avec Gabriel Masson, là, que les gens connaissent peut-être, qui a aussi sa chaîne, qui est un ami, lui aussi, faisait les salons de l'auto. Fait que je le connais depuis super longtemps. Puis on s'était mis à argumenter, puis il m'avait comme obstiné. Puis j'ai beaucoup de respect pour Gabriel, c'est un gars super intelligent. Puis là, j'avais comme un peu réalisé que j'avais pas d'argument. C'est souvent ça, en fait, quand on pense qu'on a une opinion, mais qu'on a juste adhéré à une idéologie, on n'est pas capable de la défendre quand on nous met dans la face les incohérences de cette idéologie-là. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que, d'un, je savais pas trop de quoi je parlais. Puis pour moi, comme le plastique, la surconsommation, le dioxyde de carbone, le réchauffement climatique, c'était comme toute la même affaire. Puis là, il m'a dit, commence par départir un peu des trucs. Maintenant, tu sais, je dirais, tu vois, tu m'as offert de l'eau, j'ai pas pris de l'eau en bouteille. J'essaie de faire attention pour le plastique. Selon moi, le plastique, c'est vraiment un fléau. Puis les nanoparticules de plastique. Mais je ne pense plus que l'homme est responsable de cet ours polaire qu'on a tous vu mourir, noyé, dans le documentaire de la BBC. Là, puis comment t'en es venu justement à arrêter de penser que... à changer ton côté du narratif, tu sais, de passer de quelqu'un qui était hyper engagé dans ce débat-là sociétaire, puis de transférer vers... Une fille qui fait une chronique ce soir sur l'arnaque climatique. Oui, c'est ça. Bien, en fait, je pense que ça s'est fait progressivement. Ma première prise de conscience s'est faite quand Gabriel m'a confronté un peu là-dessus, je dirais 2019. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai décidé, je commençais à ne pas me sentir bien physiquement, puis j'ai pensé que j'avais peut-être des carences. À ce moment-là, j'étais végétarienne depuis longtemps. J'ai recommencé à manger de la viande. Mais en choisissant ma viande, maintenant, je l'achète de l'agriculteur, j'essaie de manger biologique. Il y a comme une conscience aussi qui a changé derrière ça. C'est sûr que pour les végétariens hardcore qui veulent protéger les animaux, c'est sûr que le monde dirait que ça n'a pas de bon sens, je suis une vache, mais ça, c'est un autre combat. Moi, c'était vraiment pour réduire mon empreinte écologique, parce qu'on nous disait finalement juste de manger de la viande, c'est épouvantable, tu sais, comme ça brûle du CO2 à l'infini, puis les vaches pètent, puis tu sais, tout ça. Et tu te sentais coupable? Je me sentais coupable au bout. En fait, j'étais constamment dans la culpabilité, mais tu sais, je travaillais dans des événements, j'ai fait beaucoup d'événementiels. Puis quand je voyais à quel point les méga corporations pour lesquelles je travaillais, comme mettons, on était toujours dans des Marriott. Mais les Marriott, ils recyclent pas, là. Puis là, tu vas au déjeuner, puis c'est toutes des assiettes en carton puis en plastique, puis là, j'étais un peu là. Moi, je suis là à me faire des efforts monumentaux à consommer en vrac, puis aller acheter. Puis là, tu sais, je vois des méga comme Marriott
qui font aucun effort. Je me dis, mais attends, il y a comme une dichotomie totale dans le discours. On met tout ça sur le citoyen, mais les multinationales font aucun effort vraiment. Ça s'est mis à me gosser. Puis après, bien là, je me suis rendu compte que finalement, j'y connaissais pas vraiment grand-chose dans la question. Puis ce qui m'a, je te dirais, là où j'ai vraiment, comme, je pense, radicalement changé de ma façon d'être par rapport à l'environnement, c'est probablement en 2020-2021, quand j'ai vraiment pris la pleine mesure de à quel point on manipulait la société par la peur puis la culpabilité avec le COVID. Ouais. Puis là, j'ai fait, mais c'est copier-coller de ce qu'on nous fait avec le climat. Tu as vu des ramifications là-dedans. On a Greta Thunberg qui crie « I want you to panic ouais. ». Il faut qu'on panique, mais on sait tous que quand on panique, c'est pas là qu'on est le plus rationnel. Ouais. Puis je vois pas pourquoi ce serait la solution de paniquer. T'sais, on peut au contraire se calmer, analyser comme il faut ce qui se passe. Puis là, je me suis mis à vraiment écouter des discours alternatifs, des dissidents, là, si on peut dire. Puis là, j'ai réalisé en fait qu'il y avait toute une omerta. Toute la question du GIEC, puis là, on pourra rentrer là-dedans, mais il y a une omerta vraiment énorme. En fait, c'est pas vrai qu'il y a un consensus. On peut pas dire non plus pour le vaccin COVID qu'il y avait un consensus scientifique. Absolument pas. On a tué toutes les voix qui essayaient de crier du mieux qu'ils pouvaient sans être diffusées dans le mainstream, qu'il y avait un danger. Tu as absolument raison. On veut justement faire taire le débat public afin de pouvoir lancer notre propagande sans qu'il y ait trop de bras-le-bas de combat entre les deux écoles de pensée. Bien, ça donne fortement cette impression-là. Absolument. On a parlé un peu du CO2, du carbone, du gaz carbonique. Est-ce que c'est vraiment l'ennemi que l'on décrit? Pourquoi c'est devenu une cible idéologique? Bien, tu vois, c'est ça. Mettons qu'on prend la question de l'arnaque climatique, il faut faire la part des choses. Le problème ici dans l'idéologie qui est promue, c'est que, premièrement, qu'il y a réchauffement climatique qui est débattu, et qu'il est anthropique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est responsable de ce changement climatique-là et qu'il est dû à cause, en grande partie, l'ennemi numéro un, c'est le CO2 qui serait en surproduction dans l'atmosphère. Ouais. Ça, c'est le discours auquel la plupart des gens adhèrent de nos jours. Et donc, ils ont tous la conviction que le CO2 est mal. Mais là, on commence à entendre des scientifiques qui nous disent, au contraire, le CO2, c'est la source de la vie, c'est super important. Et s'il y en a peu dans l'atmosphère, comme en ce moment, je pense dans l'atmosphère, on est à 420 ppm. Je ne sais pas exactement comment c'est mesuré, là, mais pour vous donner un chiffre, 420. Et ils ont fait des tests dans un climat fermé. Ils ont baissé à 150 ppm et les plantes à ce niveau-là sont même plus capables de faire la photosynthèse. Et là, le vivant s'effondre. Il y a comme plus rien qui peut vivre. Alors, le danger, c'est pas une surproduction de CO2, c'est vraiment une sous-production de CO2. C'est pas vrai que c'est un gaz qui détruit tout. C'est pas du dioxyde de sulfure, là. C'est pas toxique, on n'est pas dans un volcan, là. Puis, donc, on nous a comme dit que les tuyaux d'échappement, les émissions, c'était ça aussi quand je travaillais pour les autos électriques, là, elles ne font pas d'émissions. C'est quasiment comme le Saint Graal, enfin, une auto qui ne fait pas d'émissions. Mais tu sais, les batteries au lithium, ça pollue énormément. Puis il y a de la pollution qui est créée ailleurs. Mais c'est comme en mettant juste le focus. C'est comme quand on a mis juste le focus sur les maudites pailles en plastique. Là, on met juste le focus sur les tuyaux d'échappement. Puis on ne pense pas à l'ensemble du problème. Et finalement, c'est ça. Il y a énormément de scientifiques qui dénoncent le fait que le CO2 n'est pas un poison mortel et que l'homme, la façon qu'on vit notre vie, ne change pas la surproduction de CO2 sur la planète Terre. As-tu l'impression que tu as un parcours similaire à Patrick Moore, celui qui était le cofondateur de Greenpeace, qui a donné sa démission quand il a vu qu'on a radicalisé justement Greenpeace pour des fins dont lui n'était même pas d'accord? C'est vrai, j'avais oublié cette histoire-là. Oui, j'avais déjà entendu, oui. Peut-être. Tant mieux s'il y a des gens, à un moment donné, qui s'aperçoivent de la supercherie. Il y a de mes abonnés qui travaillent dans les sciences climatiques qui m'écrivent pour me dire « j'y crois plus, je ne sais pas comment jouer la comédie ». C'est une comédie, c'est un théâtre de propagande. Puis alentour de tout ça, il y a tout le GIEC qui est présenté comme une autorité scientifique incontestable. Oui. Que faut-il réellement comprendre du rôle du GIEC, Héloïse? Bien, premièrement, le GIEC, pour ceux qui ne savent pas en anglais, ça s'appelle IPCC. GIEC, en français, GIEC. Déjà, juste l'acronyme, quand tu veux savoir ce que ça signifie, puis tu regardes sur Internet, c'est pas très clair. Je vais donner la définition officielle du site du gouvernement du Canada. C'est groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc déjà, on dit groupe d'experts. C'est comme ça qu'ils se présentent. Mais ça ne résume pas du tout les bonnes lettres. Alors, si on veut vraiment prendre les lettres, là, ce serait groupe intergouvernemental d'études du climat. Et là, il n'y a pas d'experts qui est dit dans le mot. Et c'est plus proche de la vérité parce que, dans le fond, c'est pas vrai que c'est des experts. Il y a énormément de scientifiques qui l'ont dénoncé.
les rapports qui sont produits, on parle toujours des 2500 plus éminents experts sur la question climatique. Et finalement, il y en a plein qui ont dit, en fait, non, c'est pas vrai. C'est des gens qui travaillent au gouvernement, c'est des fonctionnaires, c'est des secrétaires, c'est toutes sortes de noms. Puis là, ils se ramassent dans une espèce de liste immense qui est imposante et qui disent qu'ils s'imposent, comme tu as dit tantôt, là, comme une autorité dans la matière du climat. Il y a énormément de scientifiques, et je vais en nommer un, le Paul Reiter, qui a été sur le rapport, le 2e et le 3e rapport, et lui, il a voulu vraiment se dissocier. Il a dit, je me reconnais pas du tout dans les conclusions que vous tirez. Et ils ont dit, c'est pas grave, vous avez contribué, donc on laisse votre nom sur la liste. Et il a dit, non, je veux pas mon nom, je veux pas être associé à ça, je suis en désaccord avec les conclusions. Et il a dû les menacer d'aller en cours parce qu'il voulait pas retirer son nom. Et finalement, quand il a envoyé comme une mise en demeure, tout ça, là, ils ont comme bougé. Mais il dit, je connais plein de collègues qui ont encore leur nom sur la liste, qui sont en désaccord avec dans le fond, pour le citer, là, il dit, à mon avis, le GIEC dessert la société en se fiant aux experts qui ont peu ou pas de connaissances du sujet, en leur permettant d'émettre des avis d'autorité qui ne sont pas basés sur de la science saine. Et c'est constamment dénoncé que la science, là, parce qu'il la met entre guillemets, est vraiment est pas déontologique. Tu sais, on parle souvent aujourd'hui, je vais utiliser l'anglicisme parce que c'est juste lui qui me vient dans l'esprit, le concept de consensus scientifique autour du climat, c'est-tu une réalité ou c'est un outil de censure? Bien, moi, je suis dans le processus d'accepter que c'est un outil de censure. J'ai pensé vraiment longtemps que... Mais en fait, le mot consensus, comme on l'a dit tantôt, muselle le débat. Et c'est dangereux en science parce qu'il n'y a jamais vraiment de consensus, à part peut-être là, le consensus, exemple, que, je sais pas, il y a 70 % d'eau sur la Terre. Là, je ne connais pas vraiment de scientifiques qui disent que non, il y en a juste 10 %. Ça, on a un consensus. Il n'y a pas vraiment personne qui s'obstine là-dessus. Mais on n'a pas un consensus scientifique. D'ailleurs, justement, dans les années 90, le GIEC a été formé par l'ONU en 1988. Et il a sorti son premier rapport, je pense, en 1995 ou en 1996. Et tout de suite, dès le départ, il y a eu une polémique. Il y a un des scientifiques qui était associé à ce rapport-là, il s'appelle Frédéric Seitz, qui a écrit dans le Wall Street Journal une lettre d'opinion. Et il a dit, en plus de 60 ans d'appartenance à la communauté scientifique américaine, notamment en tant que président de la National Academy of Sciences, je n'ai jamais été témoin d'une corruption aussi inquiétante du processus d'évaluation par les pairs que les événements qui ont conduit à ce rapport du GIEC. Et il disait donc qu'il y avait 15 points du rapport qui avaient été supprimés, notamment qu'aucune étude ne prouve qu'on peut attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre et qu'aucune étude ne démontre que l'homme est totalement ou en partie responsable des changements climatiques. Et d'ailleurs, le GIEC a reconnu qu'ils avaient enlevé ces études et ces conclusions-là, en fait, le pas d'études. Et ils ont reconnu, mais ils ont dit non, on n'essayait pas de fausser les données, par contre. Mais je veux dire, quand tu enlèves 15 données aussi importantes, bien, il y a vraiment une volonté de nous mettre dans un entonnoir où il y a juste une conclusion qui existe et c'est l'apocalypse climatique et vous allez paniquer. Exact. Mais je pense que tu as tout à fait raison parce que quand on parle de consensus scientifique, il peut y en avoir un à la mesure où on censure tous les autres scientifiques autour qui vont débattre ce consensus scientifique-là. Fait que si on fait taire les voix dissidentes qui vont confirmer qu'il n'y a pas de consensus scientifique autour du changement climatique, les gens qui regardent leur téléviseur via les médias mainstream où c'est alarmiste, puis on dit qu'il y a un changement climatique anthropique, puis que c'est l'homme qui est responsable de tout ça, vont finir par croire qu'il y a un consensus scientifique parce que c'est ça qu'ils entendent à la journée, pendant des semaines, pendant des mois, durant l'année. Et c'est difficile à débattre à ce moment-là parce que tous ceux qui ont une opinion contraire, on les censure partout. Bien, on les écoute pas, en fait, parce qu'on est convaincu d'être dans la bien-pensance, puis on fait face à des gens qui sont rétrogrades ou qui sont obtus. Puis c'est super dommageable pour une société saine. Là, on n'est plus dans une démocratie parce qu'il n'y a pas une libre circulation des idées. Absolument. À quel point la peur et la culpabilité ont-elles été des armes, selon toi, pour imposer ce récit à toute une société? Bien, vraiment, énormément, beaucoup. Là. Je veux dire, c'est tellement évident. Écoute, il y a même un terme qui s'appelle l'éco-anxiété maintenant. Là. Puis, je veux dire, j'ai été témoin dans ma jeunesse
de gens qui ne sont pas capables de fonctionner, là, qui arrivent en disant « Excusez, aujourd'hui, je ne peux pas fonctionner, je suis trop éco-anxieuse, là, je capote ma vie. » Puis là, c'est vraiment... Imagine, on fait vivre ça à des jeunes parce que dès la maternelle, même avant ça, parce que je vais régulièrement à la bibliothèque avec mes enfants qui ne sont même pas encore à l'école, ils ont 2 et 4 ans, puis les livres parlent déjà de la catastrophe climatique, c'est déjà la fin du monde. Fait que, tu sais, je les loue pas, ces livres-là, mais des fois, je les regarde puis je fais des petites stories sur mes réseaux sociaux puis je me dis, on est déjà en train de leur mettre dans la tête que l'humain est un cancer pour la planète et qu'il faut l'éradiquer. Parce que, tu sais, c'est ça, l'idéologie poussée à l'extrême, c'est qu'on est, sale, on est indigne, on est dégueulasse. Puis, tu sais, ça se peut pas. Puis, puis je sais que ça fit avec la ligne que tu tiens ici à ton émission, mais si on est fait à l'image de Dieu, on mérite vraiment plus de respect que ça. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose d'anti-humain dans cette mentalité-là, dans cette philosophie-là à laquelle je n'adhère pas du tout. Je pense que l'humain est extraordinaire, il est capable de belles choses et qu'on n'est pas un problème pour la planète. On devrait vivre en harmonie avec... On est 2 entités vivantes. La planète est vivante, l'humain est vivant. On fait partie d'un grand tout. Puis c'est pas vrai qu'on la détruit parce qu'on respire. On fait partie d'un écosystème. Exactement. Absolument. D'après toi... avant d'aller à cette question-là, je vais revenir parce qu'on en a parlé un petit peu hors d'onde. Il y a des lois qui sont en train de passer aux États-Unis dans environ 31 États par rapport justement à ces changements climatiques-là. Bien, c'était en pourparlers avant que Trump soit élu. En fait, ces lois-là sont plus en lien avec le contrôle du climat parce que ce qui se passe avec le fait qu'on est tous en état de panique et la plupart des pays ont déclaré des états d'urgence, bien, on l'a vu pendant 2021 et les années suivantes, les états d'urgence donnent énormément de pouvoir à nos élus et ils n'ont pas besoin de consulter le peuple, ils font ce qu'ils veulent parce qu'au grand mot, les grands moyens. Et donc, on voit beaucoup de mesures qui sont probablement très dommageables pour l'écosystème, pour la planète, les sols, les humains. On a donc la géo-ingénierie qui, moi, me pose énormément de problèmes. C'est un sujet extrêmement sensible. Je suis juste impressionnée à chaque fois que je parle de ça sur mes réseaux sociaux, comment je me fais ramasser, comme j'avais parlé de la Terre plate. T'entends quoi par géo-ingénierie? Bien, c'est ça. Pour être clair par rapport au terme géo-ingénierie, parce qu'il y a vraiment des brevets qui existent, il y a des lois qui existent. On parle généralement, quand on parle de géo-ingénierie, pour être très clair, on parle d'ensemencement de nuages, et ça, c'est vraiment un terme qui existe, vous pouvez le googler. Et on parle de la gestion du rayonnement solaire qui s'appelle SRM en anglais, qui est finalement d'envoyer des particules dans l'air. On sait que Bill Gates, le très merveilleux philanthrope, a un projet pour envoyer dans l'air, faire un petit peu une imitation d'un volcan, en fait. Le but, c'est de faire en sorte qu'on crée un film, une espèce de couvercle nuageux autour du globe qui va faire en sorte que les rayons du soleil vont être reflétés et au lieu de nous réchauffer, au lieu que nous, l'humain, qui avons besoin du soleil pour vivre, soyons exposés aux rayons du soleil, on n'aura plus parce que l'effet de serre, puis parce que peu importe les raisons qui sont données. Et ces projets-là, en fait, c'est que les particules qui sont envoyées dans l'atmosphère, c'est généralement soit des métaux lourds, des nanoparticules d'aluminium, de barium et d'autres métaux qui sont particulièrement mauvais pour la santé, pour les sols, qui appauvrissent les sols. Exact. Et si cela n'existait pas, parce qu'on a peur de le dire, puis parce que c'est une théorie du complot, j'aimerais ça comprendre pourquoi Monsanto, en 2009, si ma mémoire est bonne, a déposé un brevet pour faire des plantes OGM qui sont résistantes à l'aluminium. Si ça n'existe pas, là, puis ça n'existe pas en plus depuis longtemps parce qu'on parle de 2009, pourquoi ils déposent des brevets? Pourquoi pas résistantes au vinaigre, là, tant qu'à ça? Je veux dire, si ça n'existe pas de toute façon. Pourquoi on a passé des lois qui, en temps de guerre, stipulent qu'on ne manipulera pas, justement, le climat, tu sais? C'est ça, parce que ça n'existe pas. Il ne faudrait surtout pas dire que nos élus manipulent le climat. Et donc, même s'ils ne le manipulent pas, il y a quand même des États qui ont décidé de légiférer sur cette chose qui n'existe pas. Et donc, en Floride, il y a un projet de loi qui s'appelle, si vous voulez le chercher, s'appelle le Bill 477. Et le Sénat a approuvé donc que la Chambre... C'est assez compliqué, c'est pas complètement passé, mais c'est le plus abouti jusqu'à ce jour avec celui du Tennessee. Et en fait, il interdit l'utilisation de technologies, carrément, ou de substances pour manipuler le climat sans autorisation. Donc, c'est assez vague. Et le terme technologie est intéressant parce que dans les dernières informations, il y aurait possiblement aussi du graphène qui nous serait jeté dessus. Et là, on ne sait pas si c'est on ne sait pas si finalement on parle vraiment d'une technologie. S'ils l'ont mis dans la loi, c'est intéressant de souligner ça.
On a parlé un petit peu plus tôt, justement, de la pandémie. Tu sais. Que révèle, par exemple, la pandémie de COVID sur des mécanismes de contrôle qui peuvent être transposés dans justement, le narratif de cette arnaque climatique-là? Bien, moi, je pense que c'est simple. C'est du moment que l'humain réagit à la peur, il n'est plus capable de raisonner et il veut s'en remettre à quelqu'un d'autre. On se souvient, je ne sais pas si tu t'en rappelles, JF, mais de la chanson, le rap auquel Arruda avait pris part, qui disait, c'était un rap, il disait prends tous mes droits, je te donne le go. Ouais. C'était l'ouverture d'une de mes capsules. Oui, bien sûr, prends tous mes droits, je te donne le go. Non. Pour petit jeu de mots avec le go. Mais c'est ça, on tombe dans cette espèce, on est sidéré et là, on veut que quelqu'un d'autre prenne les rênes à notre place. Donc, ça amène dans un rapport très inquiétant de totalitarisme où l'État peut faire un peu ce qu'il veut parce que son peuple est sidéré et peut aller vers des mesures draconiennes, dangereuses pour notre santé, sans vraiment avoir à les faire approuver. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune loi, puis ça existe depuis des décennies, là, ce dont on parle, la géo-ingénierie. Déjà, René Lévesque en parlait dans les années 70. Donc, ça ne date pas d'hier qu'on modifie le climat, et c'est ouvertement dit. Ils vont faire... On sait que pendant la Chine, les Jeux olympiques en Chine, il n'y avait pas eu de pluie pendant tous les Jeux olympiques parce qu'ils avaient modifié le climat. Puis ça, c'était dit dans les journaux ouvertement. Donc, tu sais, c'est juste fatigant toujours de se faire traiter de complotiste quand on dénonce le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Source à l'appui. En plus, c'est ça, c'est qu'on ne parle pas à travers notre chapeau. Là. Puis justement, tu parlais du COVID, et j'aimerais citer Éric Ducharme, qui est un auteur québécois qui m'a envoyé ce livre-là. C'est super intéressant, ça s'appelle « Dystopie du changement climatique ». C'est très scientifique. Et moi, je n'ai pas l'esprit scientifique énormément. Il y a énormément de graphiques. Il a vraiment fait un très beau travail. Travail de fond. Vraiment. Là, et je pense que quelqu'un qui a l'esprit mathématique aurait plus de plaisir que moi à le lire, mais je trouve ça important vraiment d'essayer de le comprendre. Fait que je me concentre à tous les soirs, je fais ma petite lecture. Et il y a un extrait qui est intéressant parce que moi, je me souviens vraiment, je t'ai dit mon changement de cap, je l'ai vécu en 2020. Parce que pendant la pandémie, je me souviens m'être dit... Bien là, on est tous confinés, au moins on va sauver la planète pendant ce temps-là. Tu sais, je me suis vraiment dit ça. Okay. Puis j'étais encore là à ce moment-là. Et je me rappelle vraiment, donc, me poser la question, on peut-tu mesurer l'effet qu'on a fait? Parce que c'est important de le dire, là, au pic du confinement planétaire, on était 4 milliards d'individus confinés en avril. Imagine. C'est la moitié de l'humanité qui était enfermée dans leur maison. On a arrêté le trafic aérien, les heures de pointe, tout le monde était en télétravail, il n'y avait plus d'école, donc plus d'autobus scolaires. Je me disais, wow, la planète, elle va triper sa vie. Alors, voyons voir, parce que c'est intéressant de savoir si on a eu un impact à ce moment-là. Alors, je vais le citer, Éric Ducharme, qui est un géologue du Québec. Il dit « Ceci confirme que les activités humaines n'ont pas d'impact sur l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, puisque si c'était le cas, il y aurait dû avoir une baisse significative du taux de CO2 durant le mois d'avril, ce qui, rappelons-le encore une fois, n'est pas le cas. » Et il cite un autre scientifique, un professeur émérite, il s'appelle Ole Umlum, et lui a fait un rapport sur la question. Il dit « Il n'y a aucun effet perceptible sur le CO2 atmosphérique en raison de la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées au COVID entre 2020 et 2021, ce qui démontre que les puits et les sources naturelles de CO2 atmosphérique dépassent de loin les contributions humaines. Par conséquent, j'achève. Il est peu probable que toute réduction future de l'utilisation des combustibles fossiles ait un effet significatif sur la quantité de CO2 atmosphérique. Et donc, il conclut comme quoi qu'on n'a eu aucun impact, aucun changement n'a été enregistré. Alors, ce qu'on nous demande d'arrêter de prendre notre douche le matin ou de tout se mettre à des autos électriques, c'est d'un ridicule quand on est au courant si l'humanité s'est mobilisée puis ça n'a pas fait de différence, nos petites actions au quotidien ne changent strictement rien à part nous pénaliser dans notre qualité de vie. Absolument. Mais ça m'amène justement à la question suivante. Est-ce qu'on est face à un projet de société basé sur le contrôle permanent sous prétexte d'urgence planétaire? Mais tu sonnes un peu complotiste en me posant ça. Oui, je sais. Mais des fois, j'aime ça. Tu t'assumes? Bien oui, ça sonne vraiment comme ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Tu sais, on parle des villes 15 minutes. Je ne sais pas si tu as écouté l'entrevue de Stéphane Bureau récemment avec Alexandre Jardin, l'auteur. En tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. Passionnant. Alexandre est parti dans un grand combat pour dénoncer ce qui s'appelle, en France, ça n'a pas le même nom qu'ici, ce n'est pas les villes 15 minutes, mais c'est les zones
je me rappelle plus trop exactement. Ouais. Mais en gros, c'est le même principe. C'est que tu as le droit de circuler dans une ville, mais si tu as une auto à essence, tu ne peux pas aller dans ce périmètre-là sous peine d'une amende assez coûteuse. Et là, ça fait juste montrer, en fait, que tu te trouves à pénaliser les gens qui ont moins d'argent, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une auto à 35 000, 40 000 euros, parce que c'est ça que ça coûte, une auto électrique, et que tu es obligé d'avoir une auto électrique pour circuler dans ces zones-là. Alors, le non-sens, là, c'est rendu qu'on pénalise les pauvres, et là, on les force à faire des détours pas possibles, et à tout moment, ils peuvent être dans une zone comme ça, là, qui les met à risque, parce qu'ils sont des criminels et ils se promènent avec une auto qui n'est pas électrique. Alors, on est rendu, là, la gauche qui était comme pour, justement, les pauvres, pour aider à ramener plus d'équité dans la société, finalement, est rendu qu'à créer de la division, ce genre de dichotomie. Ah oui, une ségrégation. Exactement, une ségrégation, mais quand on les confronte avec leur non-sens, c'est ce qu'Alexandre Jardin dénonçait dans ce podcast-là, ils disent oui, mais écoutez, la planète se meurt, là, il faut qu'on fasse de quoi. Fait que là, c'est comme tout est permis, il n'y a plus rien de grave. Mais non, c'est ça. L'humain, on le tasse sur l'humain, de toute façon, c'est le cancer, fait qu'il n'y a pas lieu de le respecter. Le narratif climatique semble aujourd'hui intouchable dans les médias puis dans les institutions. Pourquoi, selon toi, très peu osent encore le remettre en question publiquement? Tu sais, nous, on est des courageux ce soir, on le remet en question. Là. Bien, en fait, je dirais qu'on le fait déjà. Fait je pense quand même qu'il y a de plus en plus de monde qui le font, mais j'écoute plus la télévision mainstream. Fait que je sais pas. J'admire Stéphane Bureau quand même de donner la parole à des gens qui ont des discours alternatifs, mais il joue sa réputation. C'est ça qui se passe. C'est que du moment qu'on prend la parole, on joue notre réputation. Mais je pense que ça devient de plus en plus évident. Tu sais, je pense juste à Al Gore en 2012, avait prédit qu'en 2015, il n'y aurait plus de glace sur la calotte glaciaire au pôle Nord. Et bien, on est rendu en 2025 puis il y a encore de la glace. Donc là, tu sais, on peut mesurer... Puis lui, il a eu un prix Nobel en plus, t'imagines? Et puis il y a eu beaucoup d'argent aussi parce qu'il a investi dans la compagnie, je ne sais plus laquelle, là, qui a investi dans les taxes carbone. Lui, il cash-in là-dessus, là. Donc, il y a vraiment comme clairement un intérêt financier derrière ces agendas-là. Puis, en tout cas, bref, je trouve juste ça important que les gens s'aperçoivent que les cataclysmes qu'on nous annonce n'arrivent jamais. C'est ça aussi. Tu sais, on nous dit tout le temps ça va être la fin du monde. Et là, on arrive à la date, il y a eu le bug de l'an 2000. Puis après, il y a eu 2012. Là, les Mayas nous avaient prédit la fin du monde. Puis là, il y a tout le temps une nouvelle date pour nous dire qu'on va mourir. Mais finalement, quand on arrive à la date, ça se passe plutôt bien. Comment tu interprètes justement que ces gens-là conservent leur crédibilité en étant des faux prophètes qui annoncent des dates qui n'arrivent pas? C'est parce qu'on oublie rapidement. On est tellement occupé dans un rythme de vie effréné qu'on oublie ce que Al Gore a dit dans les années 2000. C'est une bonne question. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'une fois que tu es pris dans un culte, dans une idéologie qui est sectaire, parce que c'est ce que c'est devenu le climat, tu n'as plus de logique. Là. Non, c'est sûr. Tu ne vas pas te remettre en question. Tu l'aimes, Leonardo DiCaprio. Moi, je le trouve que c'est un extraordinaire acteur, mais j'ai vraiment plus beaucoup de respect sur sa façon sur la cause qu'il a choisi de défendre, parce que je pense qu'il est très au courant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai. Ouais. C'est impossible qu'il soit pas au courant. Donc, je pense que ceux qui suivent le culte sont endoctrinés, puis en quelque part, il y a quelque chose de triste là-dedans parce que c'est pas de leur faute. Mais ceux qui manipulent, comme les Leonardo DiCaprio et les Al Gore de ce monde, eux, par contre, ils sont dans le mal. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Mais je pense, j'ai quand même confiance que l'humain finit par faire ses prises de conscience en temps voulu. Puis, tu sais, si on est là à en parler aujourd'hui, puis c'est moi qui en parle, qui était dans... Hey, je m'étais fait une belle pancarte avec un ours polaire qui pleurait, puis ça a été vraiment cool, ma pancarte. Fait que, tu sais, t'aurais dû l'emmener. Je sais pas où. Ça fait... C'est en 2012, quand même, ça fait 13 ans. Mais mon point étant que tout le monde peut changer son fusil d'épaule, tout le monde peut évoluer. Dans tout ce combat-là, comment transmettre à nos enfants quand même une conscience écologique saine sans tomber dans la peur, la culpabilité puis l'idéologie? Oui, j'aime ta question parce que moi, je suis nouvellement maman, mais moins nouvellement. Ma fille a 4 ans et demi, mais quand même, c'est tout ce que je fais, je le fais pour mes enfants. Tous les combats que je mène, je les mène pour eux. Puis la planète, pour moi, tu sais, j'ai une relation d'amour avec la planète. Je l'adore vraiment. Je suis heureuse de vivre sur... Je considère qu'elle est précieuse. C'est un miracle dans l'univers. Puis... Là, tu vois qu'on a un grand Dieu. Exactement, exact. Puis c'est magnifique, la création est magnifique. Puis je veux dire, je pense qu'en amenant nos enfants à avoir un esprit critique, en leur apprenant la philosophie jeune, puis en les amenant à voir le beau dans la vie, justement. Tu sais, nous, mon conjoint et moi, on fait de la plongée sous-marine depuis très longtemps. Mon chum a fait énormément d'émissions de plongée. C'est un caméraman aussi.
je suis pas prête à ce que mes enfants plongent, mais je veux dire, mon Dieu, je vais paniquer le jour qu'ils vont me dire qu'ils veulent plonger. Mais c'est tellement magnifique quand on fait de la plongée. Puis c'est là aussi que j'ai été confrontée au plastique dans les océans, faire des plongées avec des raimentas où tu vois les sacs de plastique qui leur rentrent dans la bouche, puis des bouchons. Puis j'étais sortie, j'avais même plus d'intérêt à plonger parce que j'étais juste scandalisée du niveau de plastique qu'il y avait. C'était à Bali. Je pense que c'est ça, c'est des amener à prendre conscience qu'il y a un équilibre à respecter il y a une harmonie. Responsabilité aussi. Exactement, mais tu sais, il y a plein de façons de le faire. Il y a la permaculture, il y a justement manger sainement, il y a d'être conscient de l'animal qu'on mange, de remercier justement la vie qu'on prend, même peut-être la chasse éventuellement, parce qu'il y a comme cette relation-là à l'animal, de lui dire merci, d'être conscient que c'est une vie qui est donnée, tu sais, pas être complètement détaché de ce qu'on achète. Donc, je pense qu'il y a plein de façons de le faire en étant investi, puis j'ai confiance, en tout cas, qu'en tant que maman, je vais réussir à faire ça. Écoute, on te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, partagé sur cette arnaque climatique-là. Ça a été fort apprécié. Loïs. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Toi aussi. Vous savez, le plus grand danger aujourd'hui, c'est certainement pas le réchauffement de la planète, mais l'endurcissement du cœur de l'être humain face à Dieu. On en a parlé un petit peu plus tôt, Héloïse et moi, dans cette chronique. L'homme prétend vouloir sauver la planète alors qu'il perd son âme. On parle de justice climatique, mais on piétine la vérité absolue. Pourtant, c'est dans cette vérité que réside la vraie liberté. Et c'est la vérité, Jésus, qui nous rend libres et rien d'autre.